That bass beat. Raphaël Dornano, donc je suis diplômée de l'ESSEC en 2009, promotion 2009. J'ai travaillé chez Deloitte pendant pas mal d'années, donc après un apprentissage que j'avais commencé à l'ESSEC. Donc j'ai travaillé chez Deloitte pendant 5 ans aux États-Unis et en France. J'ai tout de suite commencé par faire donc des due diligence, qui sont donc des missions qui consistent à analyser les risques dans le cadre d'investissements qui sont faits par des fonds d'investissement ou des sociétés. Donc ça a vraiment été mon premier domaine d'intervention. Et au fur et à mesure des années, j'ai travaillé chez Deloitte et en parallèle, j'ai passé le diplôme d'expert comptable. J'ai voulu recommencer des études de droit à zéro que je n'avais pas faites à l'ESSEC, donc je suis devenue avocate au barreau de Paris en 2015. Et fort de la double compétence finance et droit, et donc de ces quelques années d'expérience, j'ai voulu développer une approche pionnière de la due diligence pour avoir une vision plus globale et holistique de la manière d'aborder les sociétés. Donc j'ai créé en fait le cabinet Dornano & Co en 2015 en application de la loi Macron, qui a été une opportunité législative que j'ai pu saisir à ce moment-là et qui permettait pour la première fois à des avocats de faire et du droit et de la finance dans une seule et même structure. Et j'ai voulu donc tirer profit de cette loi pour pouvoir donc créer le premier cabinet pluridisciplinaire en matière de due diligence, qu'on a eu la chance d'appliquer très tôt sur des actifs technologiques, donc qui sont des actifs qui s'analysent différemment de sociétés plus classiques et notamment industrielles. Et très tôt, en fait, on s'est imposé comme un acteur de référence dans la technologie, donc avec cette méthode alliant le droit et la finance qui permet vraiment de rentrer, de faire un deep dive dans la connaissance et la compréhension de ces business models. Donc voilà, quelques années plus tard, donc j'ai créé le cabinet en 2015, on est en 2022, on est aujourd'hui un peu plus de 30 collaborateurs, on est présent à Paris et à New York et on a eu la chance d'accompagner une très grosse partie des tours de la French Tech, notamment des sociétés donc fondées par des anciens ESSEC comme Content Square sur laquelle on avait pu travailler. Et donc on a fait énormément de deals, on continue à en faire énormément avec donc cette approche pionnière et toujours évolutive qui permet de mieux comprendre les business dans la tech. Alors en fait le projet entrepreneurial il est vraiment c'est pas qu'il est né comme ça, mais ça a été plusieurs années donc, de pratique professionnelle et donc de pratique académique, puisque j'ai quand même bac+20 quand on met au total l'expertise comptable, le droit et l'ESSEC, donc j'ai eu le temps de cogiter, on va dire. Et je me suis dit, la manière qu'on a d'aborder ce métier, donc de la due deal, qui est un métier dont je suis passionnée, sinon je ne ferais pas ça plusieurs années après, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on peut l'améliorer. Mais ça, j'avais 27 ans, j'avais pas de clients, j'avais évidemment pas d'équipe puisque j'avais 27 ans. Et donc, c'était un sentiment fort, mais que je n'avais pas encore transcrit en action. Donc, je me suis lancée vraiment en croyant très très fortement dans mon projet, en ayant la conviction que j'allais travailler pour les plus grands investisseurs au monde, parce qu'il faut toujours beaucoup d'ambition quand on est entrepreneur, sinon on n'y arrive pas. Et pendant 2 ans, ça a été forcément très difficile parce que les gens me demandaient, s'agissant d'un métier de conseil, quelle est la nature de vos équipes, quels sont vos credentials et en gros, prouvez-nous qu'on doit vous faire confiance. Et je n'avais pas tous ces éléments de preuve. Donc j'ai vraiment eu cette croyance forte dans le fait que c'était la bonne manière de faire. J'ai eu une très grosse chance, c'est qu'en fait en 2017, on m'a mis sur un des dossiers clés de la French Tech, qui était un dossier qui s'appelait e-Advice, qui était à l'époque une levée de 32 millions d'euros à l'été 2017, mais 32 millions d'euros en 2017, c'était un peu au moment de l'essor de la French Tech, c'était énorme. Et on a utilisé ce cas pour vraiment appliquer cette méthodologie qui s'est imposée comme une évidence et qu'on a continuer à parfaire. Alors je dis souvent on, mais j'ai été seule au début pendant plusieurs années puisque j'ai créé la société en étant la seule associée parce qu'encore une fois c'était un projet qui émanait d'une conviction forte, personnelle et que j'ai mis en œuvre progressivement en m'entourant des meilleurs au fur et à mesure, mais au début j'étais forcément un petit peu seule. Et donc je dirais qu'en fait c'est pas quelque chose qui était prémédité de longue date du tout, ça serait un gros mensonge de dire ça, c'est quelque chose qui est né de la mise en perspective d'une pratique que je trouvais inefficiente, combinée à l'éclosion d'une classe d'actifs qui est la technologie, encore une fois, ou bien dans le capital risque, mais aussi sur des deals beaucoup plus matures de sociétés profitables qui ont fait un pivot technologique accéléré par le Covid. Donc tout d'un coup, on a eu un terrain d'application
qui au départ était un terrain de niche, puis qui s'est imposé comme en fait le terrain dominant de l'économie sur lequel sont présentes toutes les sociétés en croissance et présentant des modèles économiques résilients. Donc c'est devenu, encore une fois, c'est passé de la niche à une sorte d'évidence pour des investisseurs. Et cette méthode de double lecture permet spécifiquement de comprendre ces modèles qui sont des modèles innovants sur lesquels on a très peu de recul sur le passé et donc qui permettent qu'il faut analyser différemment. Voilà, en toute honnêteté, c'était ça les principales étapes de la création d'entreprise. Et forcément, le plus important, je pense, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. Déjà, au-delà d'une vision, d'une conviction forte que la valeur qu'on apporte est évidemment réelle, mais peut vraiment servir nos clients. Donc ça, si on n'a pas ça, en fait, on n'est pas bien parce que tous les jours, il y a des occasions de la remettre en cause. Parce que tous les jours, en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous avez mille et une raisons de vous détacher de votre objectif initial par toutes les choses du quotidien qui se présentent. Donc il faut avoir une conviction super forte là-dessus. Et il faut être capable d'adapter sa stratégie, de mettre en œuvre les améliorations opérationnelles, de prendre des pivots, de prendre des risques par moment, même tout le temps en réalité. Mais il ne faut rien lâcher à la vision de base, à la conviction qu'on a, quelles que soient les périodes mouvementées qu'on traverse. Ce qui est paradoxal, c'est que les premières embauches étaient en fait les plus faciles parce que quand on est en fait vraiment entrepreneur au début et qu'on est dans un projet complètement naissant, on a cette espèce de naïveté d'avoir connu aucun problème, de se dire qu'en fait on a 27 ans et que bien sûr qu'on va révolutionner le monde parce que c'est la seule manière de faire. Et donc la force de conviction, qui est toujours présente heureusement, elle s'impose un peu comme une évidence. Donc moi, mon premier employé, c'était un ancien d'ESSEC également, Thibaut, qui m'avait rejoint suite à un stage qu'il avait fait chez Deloitte, donc, où j'étais moi-même précédemment. Donc Thibaut m'a rejoint. Ensuite, ça a été pas mal de bouche à oreille de la part de mes professeurs de prépa qui se sont dit « Raphaël, elle est maligne, donc c'est bien de la suivre. Vous allez de toute manière beaucoup apprendre. On ne sait pas ce que va donner la boîte, mais globalement, vous allez beaucoup apprendre. » Donc ça a été des anciens élèves de ma prépa, du bouche à oreille. Et donc j'ai fédéré un premier noyau dur, initialement de stagiaires évidemment, puis de personnes sorties d'école. C'était pas des personnes plus expérimentées parce qu'en fait, comme moi-même j'étais en train de trouver ma voie et de forger en fait dans ma tête et dans le cas des dossiers cette conviction qui était vraiment présente et en germe bien avant que je crée la société, parce que c'est comme si j'avais vu de la lumière, mais c'était vraiment une évidence et qui n'a jamais cessé d'être une évidence, mais forcément c'était pas concrètement posé sur le papier, mis à plat, et surtout c'était pas structuré dans tous ces détails, et d'ailleurs ça l'est toujours pas, c'est du work in progress au quotidien. Donc je voulais pas recruter des gens plus qualifiés qui allaient me dévier de cette vision que j'étais en train de construire. Ça c'était très important vraiment d'avoir cette capacité de réflexion et de mise en œuvre de manière un petit peu autonome de mon projet. Au fur et à mesure, on a eu la chance d'avoir vraiment la confiance des plus grands clients, et aujourd'hui on travaille pour des fonds de premier plan puisqu'on travaille pour des géants d'investissement comme Carlyle, KKR, BlackRock, des fonds français de premier rang. Je ne vais pas citer les clients, c'est pas l'objectif, mais en tous les cas on a la chance tant dans l'écosystème du capital risque que du LBO d'avoir vraiment des clients prestigieux et qui nous font confiance. Et forcément, fort de ces credentials et fort des dossiers traités, puisqu'on a fait aujourd'hui plus de 450 dossiers dans la tech, donc forcément ça donne on va dire une certaine perspective, j'ai la possibilité de recruter des talents de premier plan qui sont issus souvent de double formation, donc qui ont fait un parcours école de commerce doublé d'un diplôme en droit. Ils ne sont pas nécessairement avocats, mais c'est des personnes qui ont démontré un intérêt pour le droit, un intérêt pour la data, un intérêt pour des matières complémentaires. C'est beaucoup des profils qui, par exemple, ont fait un parcours classique d'école de commerce et qui ont des intérêts pour tout ce qui est climat, ESG, diversité et inclusion. Donc des sujets qui sont franchement assez nouveaux par rapport à quand moi je suis sortie de l'ESSEC en 2009, mais qui sont aujourd'hui des impératifs dans la compréhension des thèses d'investissement. Donc c'est vraiment d'avoir des parcours qui vont au-delà de leur zone de confort et qui sont capables d'appréhender de manière holistique des thèses d'investissement. C'est vraiment ça que je cherche, que j'ai pu recruter
Et voilà, aujourd'hui, on a des ambitions de recrutement qui sont assez fortes, qu'on arrive à très bien servir dans un contexte compliqué, bien sûr. Mais voilà, des profils qui sortent de leur zone de confort. Je pense que c'est comme ça que je définirais les collaborateurs de Darman & Co. Aujourd'hui, je n'ai pas d'associés à proprement parler. J'ai en fait des associate partners, donc qui sont des personnes qui ont vocation à devenir partenaires à très court terme. Et surtout, j'ai mis en place un mécanisme d'intéressement qui fait qu'en fait, on est en train de permettre à l'ensemble des salariés et collaborateurs de devenir actionnaires du groupe par un mécanisme qu'on a mis en place. Et ça, c'est vraiment fort dans le message entrepreneurial parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'attendre d'être partenaire pour participer à la prise de valeur du groupe, et donc vraiment pour être complètement aligné sur le message fondamental de l'action entrepreneuriale dont j'ai beaucoup parlé, on a reflété ça dans tout le mécanisme juridique qu'on a mis en place et qui concerne l'ensemble des salariés du groupe, peu importe l'ancienneté. Alors, deux aspects sur ça. La culture d'entreprise, elle est fondamentale. Moi, je suis obsédée par la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est de faire comprendre à des personnes qui sont dans une société donc de conseil et cabinet d'avocats, puisqu'on est les deux juridiquement, d'agir comme des entrepreneurs. Ça déjà, c'est le premier point fondamental, c'est qu'on est une société d'entrepreneurs au service d'entrepreneurs et au service de fonds d'investissement qui investissent dans l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et donc, on doit penser comme nos clients et être entrepreneur. Et moi, je me définis beaucoup plus comme une entrepreneuse, ou entrepreneur selon les termes, que comme une avocate ou comme une consultante. Je suis vraiment entrepreneur et tous les jours, je me rappelle que je suis entrepreneur dans les joies, dans les difficultés. Donc, la culture d'entreprise, d'avoir une adhésion et de dire ce qu'on fait, c'est nouveau. Ce qu'on fait, ça peut ne pas marcher, et surtout ce qu'on fait, ça va mettre du temps à marcher comme on voudrait que ça marche, et donc il va y avoir un chemin chaotique, et ce chemin chaotique, c'est le seul et unique chemin possible, de dire il n'y a pas une ligne droite, on ne va pas y arriver du premier coup, donc peut-être que je vais dire ça, puis ensuite je vais changer, je change pas de cap, parce que le cap, il n'a pas changé, je pense, avant même que la société soit créée, mais la manière d'y arriver change au gré des changements dans l'environnement, au gré des crises comme le Covid, au gré de tant de facteurs qui imposent ce changement. Donc ça, c'est le premier point. Donc d'avoir des gens qui sont on board, qui viennent pour un projet entrepreneurial et qui s'épanouissent dans un cadre entrepreneurial. Et qui dit entrepreneurial dit beaucoup d'excitation, beaucoup de mouvement, beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus. Et donc, il faut aimer, encore une fois, sortir de sa zone de confort, qui est quelque chose que je dis beaucoup et que je répète. Ça, c'est le premier point. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, on a vraiment structuré sur Notion, donc qui est le système d'exploitation qu'on utilise au sein de l'entreprise, l'intégralité de notre manière de penser. Donc, en fait, on a une thèse, on a des produits qui servent différentes thèses d'investissement, qui vont d'opérations en capital risque à de gros LBO de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars. Donc ça, c'est une première classification. Et surtout, on a une manière d'appréhender les actifs tech selon 58 verticales. Donc quand on va auditer une société dans la fintech, on ne va pas poser les mêmes questions que quand on audite une société dans l'IoT, dans la climate tech, dans le SaaS, etc. Pour n'en citer que quelques-unes sur les 58 verticales. Donc on a fait un travail que j'ai pris personnellement en main et sur lequel beaucoup de consultants m'ont aidé, de poser cette méthodologie et vraiment de l'ancrer, non pas dans le marbre, parce que l'idée c'est qu'elle change et qu'elle s'améliore, et que dès qu'en fait il y a des introductions en bourse qui sont faites aux États-Unis, au Nasdaq, on met à jour la méthodologie. Dès qu'on fait un dossier, on met à jour la méthode. Donc c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure de ce qui se passe dans la tech aux US et au fur et à mesure des dossiers que nous on traite. Donc forcément ça s'agrandit à vitesse grand V, forcément. Et donc, il faut d'une part avoir la culture, d'autre part donc, poser la méthodologie pour qu'encore une fois, il y ait quelque chose d'objectif de poser auquel tout le monde a accès. Et j'ai vraiment réussi à structurer une strate de top managers et de salariés et de collaborateurs clés autour de moi qui sont là parce qu'ils me font confiance, qui ont confiance dans le projet, qui sont des entrepreneurs à mes côtés et qui veulent pousser les murs. Donc parce qu'on peut avoir en fait la meilleure culture d'entreprise, on peut avoir la meilleure méthode, il faut l'adhésion d'un cercle rapproché qui lui-même va véhiculer à la fois la méthode, mais encore une fois les valeurs, la manière de se comporter vis-à-vis des clients, la manière de se comporter en interne pour que cette culture, elle soit sans cesse en œuvre dans l'entreprise.
J'ai clairement eu des embauches qui se sont mal passées, surtout sur des postes plus seniors, ça arrive et encore une fois ça fait partie des embûches sur le chemin entrepreneurial. La plus grande difficulté, je pense, dans le métier du conseil notamment, c'est la disjonction entre le court terme et le long terme. Je m'explique. Moi, j'aime à dire que quand on est entrepreneur et chef d'entreprise, l'urgence, c'est le long terme. Ça, c'est vraiment une phrase que je dis assez souvent. Mon job, Raphaël, en tant que dirigeante de cette société, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs qui nous rejoignent et donc qui me font confiance et qui nous font confiance trouvent chez Dornan & Co un cadre d'épanouissement personnel, intellectuel, professionnel. Donc, mon objectif, c'est que quand on recrute de jeunes diplômés brillants des meilleures écoles, ils puissent venir ici comme une antichambre vers des postes dans l'investissement, qui puissent aller dans les plus belles scale-up, ce qui est le cas de beaucoup de nos alumni, qui puissent eux-mêmes créer leur start-up qui deviennent une scale-up. Et donc, j'ai un devoir de transformer les gens que je recrute ici pour en faire les meilleurs professionnels de demain dans les industries dans lesquelles eux-mêmes voudront s'épanouir. Donc, ça suppose que je mette en place ce cadre de travailler avec les meilleurs clients selon la meilleure méthode, que je m'étende à l'international en ayant ouvert très tôt un bureau aux États-Unis, ce qui est un vrai challenge et personnellement je suis très impliquée dans le développement du bureau new-yorkais. Et en fait, de dire ça, c'est des éléments qui ne sont pas négociables parce qu'en faisant ça, j'agis pour le bien-être et dans l'intérêt des consultants qui, eux, me font confiance. Donc, mais sur le moment, quand vous avez un max de travail et que globalement, les consultants sont sous l'eau, ils vous disent « Mais pourquoi tu es en train de penser à New York? Pourquoi tu es en train de penser à gagner KKR alors qu'on a déjà Carlyle? Pourquoi tu es en train de faire ça, etc. » En fait, au début, je me justifiais, je me disais peut-être qu'ils ont raison. Et maintenant, je trace ma route en disant oui, mais je fais parce que, en fait, si moi, je retourne dans le court terme et que j'oublie comment est-ce qu'on met en œuvre une vision sur le long terme, en fait, c'est tout le monde qui se plante et on va tous à l'échec. Donc, comme je ne veux pas aller à l'échec et que je veux que tout le monde soit content de l'expérience qu'il aura eue en étant ici, je pense que la vraie différence d'une société de conseil par rapport à une société entrepreneuriale classique, c'est que nous, on sait que les collaborateurs vont rester un certain nombre d'années, que ce soit 4 ans, 5 ans, on essaye donc de poser des limites, mais globalement, les gens ne vont pas y faire leur carrière. C'est jamais comme ça que ça se passe dans les sociétés de conseil ni dans les cabinets d'avocats. Donc, on est obligé de paramétrer le fait que les gens vont passer chez nous peut-être comme un MBA numéro 2 et en tous les cas une formation holistique inégalée en quelque sorte parce qu'on a la chance de toucher à des modèles nouveaux, de travailler pour des super investisseurs sur des matières qui sont très intéressantes, qui allient le droit et la finance. Mais c'est une sorte d'école avant peut-être une deuxième carrière plus entrepreneuriale pour les consultants qui nous auront rejoints. Donc il faut appréhender ça dans les parcours de carrière et encore une fois conjuguer la vision sur le long terme et le court terme. Donc il y a de vraies difficultés. Le plus important pour nous, c'est de recruter des personnes qui savent ce qu'on peut leur offrir et ce qu'elles peuvent nous offrir, c'est-à-dire globalement leur énergie, leur sourire et leur intelligence. C'est ça que je demande aux personnes qui nous rejoignent. Et moi, j'ai tout un tas de choses qu'on peut leur offrir. Mais c'est un petit peu un pacte commun. Alors, donc, les mentors, c'est en effet clé. Déjà, mon premier mentor, ça a été la personne qui m'a recrutée quand j'étais encore tout bébé à l'ESSEC, qui m'a donc amenée avec lui chez Deloitte, qui s'appelait Albert Haydan, qui donc, lui a été assez clé parce que tout en étant chez Deloitte, il m'a vraiment... il a une âme très entrepreneuriale et dans un métier normé de conseil, déjà on s'amusait et déjà on faisait des missions qui sortaient du lot quand j'ai commencé ma carrière. Donc déjà, je pense que la chose la plus importante pour quelqu'un qui sort d'école, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de travailler avec des personnes qui s'amusent dans leur travail. On est dans des métiers qui sont hyper intenses, ça on le sait, mais on peut s'amuser, on peut le faire, on peut apprendre en s'amusant et ça c'est, on va dire, la chose la plus importante. Donc ça, c'était mon premier mentor qui m'accompagne toujours et avec qui j'ai plaisir à discuter aussi souvent que possible. Ensuite, j'ai créé en début d'année dernière un réseau de 3 advisors. J'ai une personne qui est un ancien partenaire du Boston Consulting Group, donc qui est un cabinet de conseil dont on s'inspire sur un certain nombre d'éléments parce qu'encore une fois, on a ce pivot stratégique dans la manière de faire notre métier. J'ai une personne qui est partenaire dans un fonds d'investissement de capital risque et qui a été pendant longtemps dans une grosse société de la tech américaine qui a aidé la société à scaler et à atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc qui vraiment m'aide dans les aspects de culture d'entreprise et de comment créer un modèle capable de scaler.
Et j'ai un ancien dirigeant qui a fait plusieurs LBO, qui a monté un groupe français absolument magnifique, présent dans je crois, une trentaine de pays, qui lui a vraiment toute la sagesse et l'expertise de l'entrepreneur qui a réussi à constituer un groupe dont les fondamentaux sont extrêmement solides. Donc ces 3 personnes, en plus donc, de Albert de chez Deloitte, sont vraiment des personnes que je vois quasiment chaque semaine. On a des séances de travail de 2 heures, 3 heures, parfois ça peut être un déjeuner, ça peut être des appels informels, mais ce sont des personnes qui me disent pas ce que je dois faire, mais qui répondent en fait à mes questions, qui m'aiguillent, qui me suggèrent des choses, et ça a énormément de valeur parce qu'on se sent souvent seul quand même quand on est entrepreneur. Donc moi j'ai créé le bureau de New York au moment où on travaillait sur le deal de Content Square, donc je crois une semaine avant le Covid. Donc je suis partie au moment où j'ai créé la société, j'ai plus eu le droit de retourner aux US pendant quasiment 18 mois. Donc ça c'est, est-ce que c'est pas de chance ou pas? En tous les cas c'était la réalité, ça fait partie des choses du métier d'entrepreneur, n'est-ce pas? Donc j'ai eu le temps de largement réfléchir à la structuration de ce bureau et de me dire que en fait, en voulant être un acteur clé dans le domaine de la technologie ne s'arrêtait pas aux frontières de la France ou aux frontières européennes et que les investisseurs qui connaissaient vraiment bien la tech sont des Américains. C'est bien ou c'est pas bien, mais c'est une réalité et maintenant ces Américains financent énormément les startups françaises d'ailleurs. Donc New York s'est imposé comme quelque chose de difficile mais comme une évidence par rapport encore une fois à cette vision que j'ai depuis le début de vouloir créer un métier de conseil différent pour une certaine classe d'actifs dans la technologie. Et ce que j'ai fait, c'est que concrètement, c'est moi qui me rends à New York très régulièrement. Et maintenant, je partage ma vie entre Paris et New York. J'ai un appartement sur place et j'y vais très régulièrement. Et on a aujourd'hui plus d'un quart de notre base de clients qui sont des fonds américains qui investissent ou bien aux US ou en Europe. Donc c'est vraiment... Pour réussir aux US, il faut beaucoup de ce qu'on appelle skin in the game, vraiment la capacité à s'impliquer personnellement parce que c'est un marché qui est d'une compétition redoutable. Personne ne vous attend et si vous ne montrez pas que vous êtes très sérieux sur le projet, en fait, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc c'est quelque chose que moi je trouve passionnant parce que c'est une richesse de rencontres. J'arrive à très bien supporter le jet lag. Mes 2 petits garçons sont ravis d'aller à New York dès qu'ils le peuvent. Donc ça se passe très bien et on verra ce que réserve la suite. En fait, comme on fait un métier vraiment unique qui consiste à combiner l'analyse d'un business sur vraiment plusieurs points, donc qui sont des indicateurs financiers, juridiques, mais aussi beaucoup extra-financiers, on a aujourd'hui des acteurs qui sont vraiment silotés. C'est pas bien ou mal, c'est une réalité. Donc on a évidemment les Big Four qui sont des concurrents sur la due diligence financière, les cabinets d'avocats qui sont pas des concurrents puisque les cabinets d'avocats sont très contents d'être en partenariat avec nous sur tous les aspects de due diligence juridique, fiscale, sociale, puisque le fait d'allier la finance et le droit permet de vraiment comprendre les zones clés de risque et de création de valeur et donc d'aiguiller en quelque sorte les avocats sur les points clés de la documentation juridique. Donc on n'est pas du tout, c'est une practice, le fait d'analyser des sociétés, c'est pas quelque chose qui existe à part entière en droit, c'est toujours mêlé à la documentation juridique. Donc nous on l'isole en quelque sorte pour le fusionner avec la finance et on en fait un métier différent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de concurrence sur la partie juridique versus sur la finance où là c'est des cabinets traditionnels de Big Four ou autres. C'est d'ailleurs à peu près pareil à l'international, puisqu'il n'y a pas, en fait, au début, on s'est rendu compte que le modèle, on pensait que c'était qu'en France, puis on s'est rendu compte que le terrain de jeu était international. Donc, tant mieux, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose d'international, donc ça me va très bien. Dans une moindre mesure, les cabinets de conseil en strat, sur toute la partie analyse des customers, donc où là, en fait, c'est vraiment tout un pan qui peut être fait par des gros groupes de conseil, mais encore une fois, on travaille main dans la main avec les grands acteurs du conseil, donc moi, je suis toujours partie du principe qu'il y avait de la place pour tout le monde. Il y a des masses d'argent qu'il n'y a jamais eu. Il y a des deals technologiques de très très grande qualité, enfin des sociétés technologiques de grande qualité en France, en Europe et aux US, vu que le terrain de jeu est mondial. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un conseil qui permet de créer de la valeur pour nos clients investisseurs, la valeur qui est voulue, qui est souhaitée, et donc de les aider à choisir les bons actifs versus les mauvais actifs, dans un paradigme qui est un paradigme nouveau de technologie, de sustainability, qui encore une fois n'existait pas il y a quelques années. Et là, on a une opportunité d'investissement absolument colossale dans les secteurs qui comptent. Et la technologie qui était quelque chose de nouveau lors de la crise de 2001
et aujourd'hui quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui est là pour rester durablement et qui transforme en fait l'intégralité des pans de l'économie. Donc en fait, pour moi, on est comme dans un océan bleu, pour reprendre le terme du fameux livre. Et franchement, bien sûr qu'il y a des concurrents, je pense qu'il y a des concurrents dans tout business, mais l'idée c'est de travailler en toute intelligence et de mettre en œuvre quelque chose qui make sense pour nos clients. C'est vraiment ma vue. Alors, je pense que je serai encore longtemps impliquée dans la boîte et que vraiment ce que je fais me passionne. Je ne vais pas dire que c'est dur parce que en fait ça me plaît, donc ça serait un mensonge de dire que c'est dur, c'est challenging on va dire, donc je ne me vois pas du tout quitter l'aventure, au contraire. Je dis souvent à mes collaborateurs, je pense l'avoir dit d'ailleurs lundi dernier en réunion d'équipe, que j'étais à 2% de ce que je voulais faire du groupe. Donc je me dis pas du tout, ah c'est super, on a annoncé un deal à 5 milliards cette semaine en Allemagne, ce qui est quand même pas rien. Je me dis pas, ça y est, on a fait un deal à 5 milliards, j'arrête. Moi, déjà, je suis là pour rester encore sur le long terme. Concrètement, j'envisage un groupe qui, à horizon 5 ans, fasse à peu près 300 personnes. Enfin, ça serait un premier palier critique. Forcément, j'ai des ambitions d'être plus nombreux, mais on va dire un premier milestone, on va être une cinquantaine à la fin de l'année, 300 personnes dans 5 ans me paraît être un objectif à la fois ambitieux, mais tout à fait réaliste, et c'est ce qu'on souhaite faire. Une présence géographique sur les principaux hubs de la tech, avec une volonté d'être présent également à Menlo Park, à Londres, peut-être en Israël, à voir pour l'Asie, Singapour sans doute, Hong Kong, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'idée c'est d'avoir des hubs dans les géographies clés pour l'investissement dans la technologie. Donc encore une fois, les deals induisent notre localisation. Donc un groupe international qui va également offrir beaucoup de possibilités aux collaborateurs qui nous rejoignent, parce que les mobilités sont un facteur essentiel pour motiver également les plus jeunes. Et nous, on recrute des personnes vraiment sorties d'école qui apportent cette intelligence et cette volonté, mais on essaye d'éviter les recrutements parallèles. On en fait forcément, comme dans tout métier de conseil, mais l'idée, c'est vraiment de former des bébés d'Ornano qui vont porter le groupe et l'aider dans son expansion. Ça, c'est d'où la méthode et d'où cette culture qui est très importante. Donc voilà, après, en termes d'ambition personnel, pourquoi pas créer un fonds, vu qu'en fait on a un métier dans lequel on conseille les investisseurs et donc on sait ce qu'ils regardent sur un certain nombre de matières. Peut-être qu'un jour l'ensemble de la société pourra également former un fonds, ça fait partie des sujets, mais c'est pas du tout exclu. En tous les cas, pour l'instant je suis super focus, j'ai beaucoup de pain sur la planche, et arriver à faire un groupe de 300 personnes qui est un acteur leader, crois-moi, je sais de quoi bien m'occuper. Alors c'est une bonne question, En fait, je pense que la plus grande difficulté, c'est de lutter contre le perfectionnisme en quelque sorte. Moi, souvent, je me fais cette réflexion à moi-même et j'ai tendance des fois à attendre que tout soit parfait avant de sortir une première version d'un produit. Et alors, je fais quand même les choses, hein. Donc en réalité j'attends pas, et les gens, je pense, qui me connaissent diraient mais pas du tout, elle attend rien du tout, mais bon, ça c'est subjectif. En tous les cas, je pense qu'en fait il faut avoir une idée dont on est convaincu, parce que encore une fois, il y a tous les jours des facteurs qui font qu'on peut s'éloigner de cette idée. Donc ça, c'est la chose la plus impérative, c'est avoir une conviction intime que ce qu'on fait c'est la bonne chose et que ça apporte, qu'il y a une proposition de valeur qui n'est pas dans notre tête mais qui est réelle. C'est le fameux product market fit qu'on teste quand on fait de la série A en capital risque. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, le fait d'être convaincu qu'on apprend en marchant et qu'on ne peut pas rester à attendre. Il faut se mettre à nu, accepter de faire des erreurs. Il faut beaucoup d'explications. Je pense que ce que j'ai mal fait et que je continue parfois à pas assez bien faire, en tout cas c'est mon axe d'amélioration personnelle sur lequel je travaille pendant les vacances, c'est vraiment d'arriver à expliquer de manière claire ce que j'ai dans ma tête, à le transcrire en des choses qui sont compréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas passé 72 heures dans ma tête et qui n'arrive pas le lundi matin en sachant exactement toutes les réflexions que j'ai eues au cours du week-end, surtout quand c'est un week-end de plusieurs jours. Donc ça, c'est un vrai challenge parce que comme on veut aller vite, qu'on veut mettre en place les choses, on peut prendre le risque de perdre les personnes qui n'ont pas eu le même niveau d'information, qui forcément n'ont pas fait le même processus d'ingestion de l'info. Et il faut que tout le monde vous suive en permanence. C'est ça un projet entrepreneurial. Si les gens ne suivent pas, ça ne peut pas marcher. C'est un projet qui est collectif. Même si quelqu'un est devant, c'est hyper important d'être team player à tous les niveaux de la société. Donc
je pense que globalement, on peut entreprendre dans plein de domaines et qu'il n'y a pas un domaine qui est mieux que d'autres, c'est certain. Je pense qu'il faut avoir cette vision et il faut accepter de... C'est pas tellement d'accepter l'échec, mais c'est d'accepter que on doit faire des inflexions en permanence et que ces inflexions font partie du chemin assez naturellement. Ce serait ça mon conseil.